la Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, hein, oui, c'est pas la quotidienneté, elle finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante, qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France, et qui a obligé notre État à aller se financer sur le marché financier privé, à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du produit national brut. C'est un peu effrayant. Ce qui veut donc dire d'abord que l'humanité a vécu quelques siècles en se finançant à l'œil et sans avoir de crise de la dette souveraine. Ça donne des idées tout de même. Qu'est-ce que c'est que ce jeu imbécile? Il est donc possible de l'éviter. On pouvait faire autrement, mais on l'a pas fait autrement. Donc les règles du jeu sont là et maintenant on est coincé, il faut payer la dette. Ouais, mais là, vous pouvez les rassurer. Michael Sabia a quitté Hydro-Québec sans préavis. Oui. Puis là, il est rendu à Ottawa retrouver ses petits amis libéraux fédéralistes. Il est allé voir Mme Freeland en 2019. Il a quitté la Caisse de dépôt sans préavis aussi. Lui, il s'en sac. C'est comme Pierre Fitzgibbon. Il fait mettre de l'argent sur la table, puis après, il s'en va. Il y a un autre point commun avec Pierre Fitzgibbon, je pense, là, c'est qu'il sentait aussi le naufrage arriver. Vous savez que depuis, avec ce qu'ils viennent d'adopter, là, les plans d'expansion d'Hydro-Québec, là, ils prévoient des investissements de des dépenses de 180 milliards de dollars dans les prochaines années. Là. C'est gigantesque. On n'a jamais dépensé autant d'argent que ce que Hydro-Québec prévoit dans les prochaines années avec la CAQ. Et la demande en électricité, là, leurs prévisions sont basées sur une croissance très, très, très forte d'électricité, alors qu'on le voit, là, il y a un ralentissement des demandes, par exemple, au niveau du transport électrique. Les voitures électriques sont en baisse. Aux États-Unis, c'est en chute libre, même ailleurs en Europe. Donc, est-ce qu'on a fait des prévisions trop optimistes qu'on s'apprête à dépenser de l'argent pour se ramasser encore une fois qu'un surplus d'énergie? Parce que M. Fitzgibbon nous disait qu'on allait manquer d'électricité, qu'il y aurait une pénurie. Il faudrait partir nos lave-vaisselle à 3 heures du matin puis baisser le chauffage dans nos maisons comme en Chine. Puis là, aujourd'hui, on se rend compte que, c'est peut-être le contraire qui est en train de se produire. On va peut-être avoir un surplus d'énergie. Et là, eux, ils pompent de l'argent puis ils veulent mettre 180 milliards là-dedans, qu'on va produire beaucoup plus d'énergie. Donc, je pense que le départ de Michael Sabia, là, devrait nous envoyer une alarme, là, puis dire, regarde, on va mettre ça sur la glace pour l'instant, puis on va réévaluer comme il faut, là, parce qu'il y a peut-être péril dans la demeure. Un avis que ne partage pas l'ancien questeur, Bernard Anziani. Lui dénonce le manque de transparence du Sénat. Je trouve anormal que les comptes du Sénat ne soient pas publiés. Voilà. Je pense que nous devons, à nos citoyens, puisque c'est de l'argent public, nous devons rendre compte et que nous devrions publier aujourd'hui nos comptes et donc notre budget. Voilà. On n'a rien à cacher, quand on n'a rien à cacher, on met les choses sur la table. Bon. En 2012, le site d'information Mediapart publie pour la première fois le budget détaillé du Sénat. On y découvre les avantages dont bénéficient les fonctionnaires, comme 16 heures sup, de nuit ou de dimanche, qui coûtent 24 millions d'euros. Un complément mensuel de 1 700 € en moyenne pour chacun, même pour ceux qui ne travaillent ni le dimanche, ni la nuit. Plus étonnant, les chauffeurs se partagent une indemnité de conduite. Plus de 280 000 € par an. Votre santé à présent avec ce nouveau pavé dans la mare du professeur Philippe Even. Bonjour. Bonjour. C'est une thèse stupéfiante que vous défendez, professeur. Le cholestérol serait un ennemi imaginaire. Ça concerne quand même 5 millions d'entre nous. Ennemi imaginaire. Totalement. C'est la plus grande erreur médicale, je crois, de tous les temps. Ouais. Et c'est aussi la plus grande arnaque, escroquerie, comme vous voudrez, de l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Voilà. Pourquoi ennemi héréditaire? Les artères se bougent quand même. Oui, mais le cholestérol, il est rigoureusement pour rien. Le cholestérol, c'est bon pour la santé? Vous allez pas aller. C'est pas que c'est bon, c'est indispensable pour nos fonctions essentielles, fonctions cérébrales, fonctions sexuelles, fonctions musculaires, fonctions cardiaques.
Et en plus, le faire descendre très bas, ça crée des diabètes. Il y en a 400 000 aux États-Unis aujourd'hui fabriqués par les statines. Ça veut dire qu'on nous a arnaqués en fumée pendant des dizaines et des dizaines d'années. Complètement. Mais qui? Pour beaucoup. Je vous dis, c'est l'industrie pharmaceutique qui tient tout, toutes les informations, beaucoup de leaders. Avec la complicité des médecins, parce qu'il faut quand même des médecins qui prescrivent. Attendez, complicité, oui et non. Complicité de quelques-uns d'entre eux qui se font les porte-voix grassement payés de l'industrie pharmaceutique. Et on les connaît en France. On a tous été nourris, moi aussi, j'ai cru longtemps à ça. Ça fait 50 ans qu'on nous raconte que le cholestérol est dangereux pour les artères. Qu'est-ce qui a provoqué la bascule chez vous alors? L'apparition. D'abord le prix. Je veux dire que la France gaspille plus de 2 milliards d'euros, presque la moitié de la dette de la sécurité sociale, plus que tout ce qu'elle dépense pour les handicapés, 3 fois ce qu'elle va ponctionner encore aux hôpitaux qui sont exsangues cette année, etc., pour des molécules qui ne font rien, comme on le sait maintenant, le cholestérol n'est pour rien, on le sait depuis 20 ans dans la maladie, les statines le diminuent, certes, avec des risques, mais sur les complications cardiaques, que les cardiologues prennent la peine de faire ce qu'ils n'ont jamais fait, de relire toutes les études qui ont été faites dans le détail, et ils s'apercevront de quoi? Qu'elles n'ont aucun effet positif. Ça veut dire que vous dites ce matin aux patients qui sont sous statine d'arrêter tout de suite. D'arrêter? Oui, tout de suite même. Je vous répète, 300 milliards dépensés et gagnés par l'industrie pharmaceutique en 15 ans. Et je vous ai dit tout à l'heure ce que ça représente en France. Le gouvernement cherche quoi? 4 sous ici, 4 sous là. Il a 2 milliards sur la table. Qu'est-ce qu'il attend pour les dérembourser? Tout de suite. Ce qui tue la crédibilité des institutions, puis de la confiance du public envers la police, la justice, les médias, tout ce que tu veux, c'est la géométrie variable des principes et de tout ça. Quand t'as un Yves Boisvert qui écrit dans la presse « Garde nationale contre des manifestants, un pas de plus vers l'autoritarisme » et qui nous dit là que c'est pas compliqué, les États-Unis sont en train de devenir un État fasciste, puis c'est fasciste d'envoyer l'armée ou la garde nationale dans des manifestations. Oui, on calvance. Et voici ce qu'il écrivait l'année passée. Le juge comme gérant d'estrade. Un texte dans lequel il attaque le juge Richard Mosley qui a rendu un rapport de 200 pages pour conclure qu'Ottawa n'avait pas de motif raisonnable pour faire appliquer la loi sur les mesures d'urgence. Lui, il vient nous dire, ce juge-là, c'est un tout croche. Écoute bien cette phrase-là. À moins d'exiger des gouvernements un degré d'absolue perfection, c'est plutôt ce jugement flottant au-dessus des nuages qui ne semble pas raisonnable. Non, mais si t'arrives puis tu octroies au gouvernement des pouvoirs spéciaux sans motif raisonnable, c'est très autoritaire comme pensée. C'est beaucoup plus proche du fascisme que du libéralisme, cette façon de penser-là. Ah, mais le bien commun, Yann. Tu sais, juste rappeler aux gens là, que lui, il justifie dans ce texte-là l'utilisation de la loi de mesures d'urgence, le fait de déployer la GRC, la police montée, tout ça dans des manifestations où il n'y a eu à peu près aucun acte de violence, il n'y a eu aucun char mis en feu, aucune ville brisée, aucune brique lancée, rien. Et lui, il nous dit, c'était totalement justifié. 1 an plus tard, il nous dit que les images qu'on a vues du centre-ville de Los Angeles en feu, avec les chars en feu, aller réprimer ces manifestations-là, c'est de l'autoritarisme et du fascisme. On sait à quel point le TDS, il était ancré puis ça corrompt le cerveau. Hein. Ils en ont pas de principe. Ils ont aucun principe, ces gens-là. Leur seul principe, c'est de défendre leur famille politique. Lui, il voit ces manifestations-là comme étant une bonne cause de gauche. Donc, la fin justifie les moyens. C'est ce que Amir Kadir a dit quand il répondait à l'histoire de Rodolphe Ossini. Il a demandé, mais est-ce qu'on pardonnerait à quelqu'un qui a un passé d'extrême droite versus extrême gauche? Et Kadir lui dit, non. Mais pourquoi on ferait ça? Parce que extrême droite, c'est mauvais, puis extrême gauche, c'est bien. C'est le bien commun. Donc, tu sais, crisser un cocktail Molotov sur quelqu'un ou mettre un char en feu, si c'est pour une bonne cause de gauche, il n'y a pas de problème. Le métier d'herboriste en France est interdit. Il a été supprimé, rayé du paysage. 1941, sous régime de Vichy, bim, diplôme d'herboriste supprimé. Et depuis, jamais rétabli. Aujourd'hui, t'as pas le droit d'être conseillé au sujet d'une plante. T'as le droit de dire qu'une tisane peut t'aider à dormir, ou qu'un macérat aide pour les règles douloureuses. Tu peux juste dire plante ornementale, ne pas ingérer. Même si ta grand-mère l'utilisait pour les coliques du petit. C'est pas que le savoir a disparu, c'est qu'on l'a interdit. On a dit, maintenant le soin, c'est les labos. Le bien-être, c'est dans les rayons. Et la nature, elle ferme sa gueule. Mais en vrai, les herboristes, c'est quoi? Des bibliothèques vivantes. Ils savaient quoi ramasser, à quelle saison, pour qui, pourquoi. Ils soignaient avec ce qui poussait autour. Et du coup, ça donnait de l'argent aussi à ceux qui cultivaient. Et donc, les paysans. Les bénéfices étaient partagés et ça, ils aiment pas ça. Et aujourd'hui, tu veux apprendre sur les plantes? Faut ruser. Faut faire des formations non reconnues. Tu veux en vivre? T'as pas le droit d'écrire médicinal. T'as le droit d'écrire cosmétique ou alimentaire. Mais jamais médicinal, sinon c'est dans l'illégalité totale. C'est pas une disparition naturelle, c'est un meurtre administratif. Mais tu sais quoi? Le savoir, il est quand même là.
dans les bocaux de nos grands-mères, dans les forêts, dans les mains des paysans, des cueilleurs et des passionnés. Il suffit d'ouvrir les yeux et les oreilles pour que ça revive. Donc, parle des plantes, transmets ton savoir, honore les herboristes d'hier et ceux qui arrivent aussi, et forme ceux de demain. Parce que tant que les orties repoussent, la révolte est vivante. Tu trouves ça moche, une femme enceinte? Ça me dérange. Dans le métro, tu les vois, elles se caressent le ventre. Moi, c'est comme quand on passe une craie sur un tableau noir, tu vois, Avoir un enfant, ça ne m'a jamais effleuré. J'aurais aucun problème à avorter, hein, que les choses soient claires. C'est quand même une troisième personne qui arrive chez toi. Et c'est un inconnu. Jusqu'à l'âge de 18 ans, un enfant, ça va coûter en moyenne entre 180 000 et 200 000 euros. Ça a été budgétisé, ouais, ça a été horrible. budgétisé. Un chien, ça coûte moins cher qu'un enfant. Évidemment, mon empreinte carbone, elle est beaucoup moins importante qu'une femme qui a un enfant. Moi, mon chien, il va pas se faire livrer tous les jours des colis, il va pas être consommateur de basket qu'il va falloir lui renouveler tous les 6 mois parce que ses pieds grandissent à une vitesse grand V. J'aurais tellement pas voulu avoir un garçon. Pas de bol, c'est l'autre sexe qui sort. Bah, tu fais comment? Comment tu vis cette déception? C'est quand même un peu la loterie. Alors que quand tu prends un chien, j'ai choisi sa race et j'ai choisi son sexe. J'ai pas besoin de mec pour accomplir mon besoin de maternité puisque c'est un chien. L'aube pourrait paraître presque inutile. Sur mes réseaux sociaux, quand j'ai annoncé qu'on tournait ce reportage ensemble, on est venu me dire cette femme n'est pas normale. C'est horrible quand même de dire ça. Je fais de mal à qui avec ce choix-là? Enfin, je fais de mal à personne. C'est pas normal d'être une femme de mon âge et de pas avoir eu d'enfant. C'est mon fils poilu qui a 6 ans. Le chien a le droit d'être dans un lit. On n'est pas non plus complètement, nous, aseptisés sur notre corps. J'ai même envie de te dire, je pense que moi, ça renforce mon système immunitaire. On peut passer beaucoup de temps comme ça, vraiment à se câliner. Ça, c'est évident que ce que je fais avec mon chien de 6 ans, je le ferai pas avec un enfant de 6 ans. Ah bon? Ben non. Pourquoi? On dort pas avec son enfant. Alors pour les gens qui ignorent ce qu'est le parti écologiste, j'ai amené ce légume qui, comme eux, vous le voyez, est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Vous voyez? Il faut des taxes. Il suffirait de taxer les taxes sur l'essence. Là, il n'y a qu'un seul moyen. Prendre de l'argent aux entreprises. C'est pour ça qu'il faut taxer. Prendre votre épargne. L'impôt, 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 l'impôt. Alors, commerce de détail, l'aviation. Et comment tu peux aider à réformer l'État? Il faut baisser les retraites géantes des boomers et rendre aux actifs le fruit de leur travail. Il faut que la France cesse d'être un État communiste au profit d'une caste de branleurs. Ensuite, tu dois démissionner pour que quelqu'un de compétent reprenne les rênes de ce pays. Est-ce que tu veux rester en France? J'aurais trop peur d'être victime d'un fait divers et de faire la une des réseaux sociaux. C'est là qu'il faut partir. Et bravo. Hein. Je peux vous raconter un cas qui m'a frappé définitivement. La ville de Volnovakha, l'hôpital central. Des médecins soignaient les forces armées ukrainiennes qui partaient. Le médecin en chef dit « Je les ai soignés, tout allait bien avec eux, ils ont commencé à partir sur des chars, ils ont fait demi-tour et ont frappé l'hôpital. » Il dit « Comment peuvent-ils faire ça? Je ne sais pas, c'était ici. » C'était juste devant nos yeux. Je rappelle, parce que ce sont des choses qui ne sont jamais dites, que le père de Benjamin Netanyahou était à l'extrême droite de l'extrême droite sioniste dans les années 20 et 30. Une extrême droite qui a salué l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Le fils de Netanyahou a offert son visage pour une affiche du parti néo-nazi allemand AfD. Et au milieu, vous avez Netanyahou qui nous explique que Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs. Franchement, cette dynastie est une dynastie de pyromanes d'extrême droite. Et il est temps que la communauté internationale aide les Israéliens et les Palestiniens à se débarrasser des bouts de feu. Si vous allez au cinéma, chers consoeurs, et que vous arrivez pour voir les 5 dernières minutes, vous aurez du mal à comprendre le film.
Je m'inquiète évidemment de cette évolution et de cette escalade. Je ne vais pas vous dire le contraire. Évidemment, je comprends, on va dire, la position d'Israël qui est de vouloir préserver son intégrité face à la menace potentielle nucléaire de l'Iran. Ce sont des sites militaires, et des hauts dignitaires de l'armée qui ont été prioritairement visés, même s'il y a des victimes civiles malheureusement qui ont également trouvé la mort. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de regrettable à voir une initiative aussi grave prise sans concertation avec les alliés et qui peut avoir des répercussions régionales voire mondiale. Vous condamnez les attaques d'Israël? En tout cas, je ne les soutiens pas. Voilà, je ne les soutiens pas, même si une fois de plus, je comprends la volonté d'Israël de se préserver, mais ce que je crains, c'est que précisément cela contribue à l'isolement diplomatique du peuple israélien et in fine ne lui rende pas service, voire, comme vous le relevez d'ailleurs, puisse menacer notamment nos compatriotes juifs et les juifs à travers le monde qui pourraient être les victimes collatérales, comme on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis avec ce couple assassiné par un militant d'extrême gauche, de ce conflit finalement qui monte en escalade. Comme je l'avais prévu, il se passe quelque chose sur l'Iran. Oui, tout simplement une attaque israélienne, la 3e, par ces sionistes qui cherchent l'Armageddon, qui cherchent la guerre mondiale pour faire venir le Mashiach. Ils vont vous dire que c'est pour empêcher l'Iran d'acquérir la bombe atomique, blablabla. Bla, bla. L'Iran qui n'a jamais attaqué personne, qui ne fait de mal à personne, qui ne fait que se défendre et répondre, et qui répondra à cette attaque. D'ailleurs, je crois que Khamenei vient de signer la destruction d'Israël aujourd'hui. On verra ce que les réponses iraniennes vont donner. Une chose est sûre, c'est que Netanyahou vient de déclarer qu'il remerciait Donald Trump pour son soutien indéfectible. Alors que dans le même temps, Marco Rubio, le secrétaire général américain, vient de dire que les États-Unis n'étaient pour rien dans cette frappe et que ce n'était que la décision d'Israël. Israël se retrouve donc seul face à la réplique iranienne, qui aura lieu dans les heures et peut-être les jours à venir et qui risque de faire très mal à Israël. Le but de tout ça, je vais vous expliquer. Cette attaque, alors que Trump avait demandé expressément à Netanyahou de ne pas attaquer l'Iran maintenant, car ils étaient sur le point d'aboutir à un accord de négociation sur justement le programme nucléaire iranien, et ils étaient sur le point d'y arriver, de négocier, eh bien, Netanyahou casse cet espoir de paix et de négociation en attaquant directement. Ça ne vous rappelle rien? Non? La veille de la rencontre à Istanbul entre les délégations russes et américaines pour signer un accord de paix sur l'Ukraine, la veille de cette rencontre, l'Ukraine a attaqué les installations nucléaires russes sur le sol russe. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va aboutir à des accords de paix, avec la volonté de Trump, il faut le dire, à chaque fois il y a des attaques la veille pour empêcher et faire capoter les accords de paix. Ça vient de la CIA, ça vient du Mossad, c'est l'État profond qui veut ça, l'État profond qui agit en toute autonomie, qui ne demande pas son autorisation à la Maison-Blanche, et qui même frappe dans le dos de la Maison-Blanche, et qui est le véritable pouvoir sur Terre. Sachez que ce sont véritablement les forces du mal. Leur but est de faire devenir le Mashiach, c'est-à-dire l'antéchrist des chrétiens, le Dajjal des musulmans, et le Messie, donc providentiel, des juifs, mais ce Mashiach ne pourra arriver qu'une fois qu'une pandémie aura eu lieu, et qu'une guerre mondiale aura eu lieu. Donc ils cherchent absolument à déclencher ce conflit. Nous avons affaire aux forces du mal, véritablement, en action, qui n'hésitent pas à tuer des enfants, puisqu'il y a des enfants morts dans les frappes israéliennes sur l'Iran. Là, il y a des enfants qui sont morts. Donc on nous dit peut-être que même tout l'état-major iranien aurait été tué. On verra ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Une chose est certaine, c'est que si vous pensez que dans un avenir proche, on se dirige vers la paix, vous avez tort. C'est ce que je vous dis, et j'essaie de vous dire depuis plusieurs mois maintenant. Les forces du mal, l'État profond qui tient les rênes en Occident, cherche absolument à créer le chaos dans le monde et à réduire la population mondiale. Donc, tant qu'ils seront au pouvoir, et je ne vois pas ce qui va les empêcher de rester au pouvoir aujourd'hui. Rien ne peut les empêcher de rester au pouvoir aujourd'hui. Ils ont tous les moyens, ils ont tout l'argent, ils ont toutes les banques. Donc je ne vois pas comment ils pourraient ne plus être au pouvoir. Et tant qu'ils seront aux manettes, ces forces du mal continueront de créer le chaos sur Terre, et principalement en Occident. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que si vous avez les moyens, quittez l'Occident.
Oui, on va vers des guerres accentuées. Oui, on va vers des guerres généralisées, y compris sur l'Europe. Hein? Je peux pas vous dire mieux. Est-ce que je me suis trompé sur le dossier iranien, là? Non, ça fait des mois que je vous dis qu'ils vont attaquer. Voilà, donc j'ai envie de vous dire bon courage à tous, et bon réveil aussi. Elle est où ta guerre, Jim?